Merci beaucoup, madame. Déjà, je vous remercie parce que vous avez clarifié pour moi une question que j'avais, c'est la différence qu'il pouvait y avoir entre France Relance et France 2030. Bon, ça n'était pas évident, mais... C'est plus subtil que... J'ai essayé de simplifier, voilà. C'était très bien. Il y a une différence historique et puis en théorie, voilà, plutôt des... Mais évidemment, il y a toujours des contre-exemples, parce qu'en France, c'est pas drôle s'il n'y a pas toujours des contre-exemples, mais c'est plutôt l'idée. Mais retenir ce que vous avez dit, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que France Relance, c'était vraiment du déploiement de technologies existantes, alors que France 2030, c'est plus tourné vers l'innovation. Ça me va bien. Des questions pour Madame Maréchal Dereux dans la salle. Dominique Chauvin, prospectiviste. Le moteur de la recyclabilité, c'est par rapport à la rareté, en fin de compte, et c'est le cas avec les métaux rares, c'est le cas avec un certain nombre. Et donc, pour faire en sorte que cette recyclabilité fonctionne et outrepasse les obstacles, comme par exemple les coûts supérieurs, une des façons, c'est de garantir une demande par rapport à l'offre, comme vous l'avez mentionné, c'est-à-dire de créer une obligation quelque part, ou une incitation forte. Et du coup, ma question, c'est par rapport à tous ces sujets-là, pourquoi on ne ferait pas la même chose pour une substance qui est rare également, et qui est fondamentale par rapport à la recyclabilité et à la transition énergétique, qui est le CO2 biogénique, c'est-à-dire le CO2 issu de la biomasse qui récupère le CO2 de l'atmosphère par le truchement de la biomasse, et qui permettrait, en le recyclant cette fois-ci, de faire des produits énergétiques. C'est ce qu'on appelle le CCU. Or, je constate, et c'est peut-être en contradiction avec l'esprit de ce séminaire, que le gouvernement a mis plutôt la pression sur le CCS, c'est-à-dire le Carbon Capture and Storage, y compris pour le CO2 biogénique, c'est-à-dire cette matière noble, rare et précieuse, et qui fait que ce CO2, finalement, il va être mis à la poubelle à 3000 mètres sous terre, alors qu'il pourrait être valorisé. Et pour ça, il suffirait pareil, de mettre un quota pour inciter les entreprises à rentrer dans cette recyclabilité du CO2. Je suis un peu étonné de cette pression sur le CCS que j'ai qualifié dans plusieurs articles comme un contresens prospective. Voilà ma remarque. Je ne suis pas encore certaine d'avoir mes quelques semaines sur mon poste me permettent de vous répondre. Donc je ne suis pas sûre d'être exactement sur la réponse. Ce qui est certain, c'est que globalement, la manière de réfléchir de l'État et ce qui est pris en compte, y compris sur des sujets plus de transport, camion, que je pouvais connaître avant, pour faire le choix, c'est en tout cas, il faut toujours regarder ce qu'on appelle maintenant les coûts d'abattement. C'est l'euro d'argent public par tonne de CO2 évité, parce que l'argent public, certes, je vous ai d'ailleurs donné des chiffres, on en dépense, c'est très bien, mais il est quand même rare et cher, enfin il est précieux. Et donc, je ne sais pas si c'est la réponse exactement à votre question, je ne sais pas si c'est ce qui s'applique dans le choix entre CCU et CCS, mais en tout état de cause, de façon générale, dans les choix d'investissement de l'État, il y a l'utilité d'être le plus efficace possible avec l'argent public et d'aller sur les technologies qui permettent la meilleure, notamment 1 euro d'argent public, si dans certains projets il permet de diminuer 10 de CO2 et dans l'autre 1, on va plutôt essayer d'aller prioriser sur les projets 10. Je ne sais pas si c'est la réponse à votre question en l'occurrence, mais l'usage, pareil, peut-être un sujet sur parce qu'il me semble que quand vous parlez de CCU, vous parlez de biomasse globalement, et c'est vrai que la biomasse, c'est de la même manière que l'argent public, c'est quelque chose de finalement assez rare et cher, précieux, et dont les usages doivent sont en cours d'analyse avec grande précaution, parce qu'on a aussi besoin de biomasse pour manger. On a aussi besoin de biomasse pour faire du bois construction. Il y a beaucoup d'usages de la biomasse.
Et donc, dans ces différents usages de la biomasse, il faut aussi rationaliser Les usages prioritaires. les différents usages prioritaires, sachant que sur certains, comme manger, on ne peut pas trop les faire autrement qu'avec de la biomasse. Voilà. Donc, je profite dans votre intervention, vous avez cité plusieurs exemples d'appels à projets et les montants qui étaient consacrés à ces appels à projets. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler, dans France 2030, le montant total qui est prévu pour soutenir des actions, si vous l'avez? C'est le montant total pour soutenir les actions plutôt recyclage Oui. Oui, parce que sinon on est en... Et puis bon, en ce moment, on est en train de revoir la copie, donc voilà, ça se compte en... Mais en fait, tout dépend, parce qu'encore une fois, alors je vais rechercher ce que j'ai. Par exemple, sur l'appel à projet recyclage des plastiques, on a en tout, on avait 300 millions. Sur l'appel à projet solutions innovantes pour... l'amélioration de la recyclabilité, enfin les 3 R des matériaux, c'est 170 millions. Mais donc, sachant que sur ces 300, on a déjà attribué pour 108 millions, et sur les 170, on a déjà attribué pour 110. Mais après, par exemple, dans l'appel à projet première usine, qui est doté de 550 millions, tout n'est pas pour le recyclage. Donc, c'est pour ça qu'il est difficile d'identifier la part. Enfin, il y a des appels à projet qui sont quasiment exclusivement recyclage. Recyclabilité, d'autres qui sont... il y a des appels à projets aussi, par exemple, sur les métiers d'avenir, où on peut mettre un petit bout, mais c'est différent. Et donc, en tout cas, il y avait les 300, les 170, et sur métaux critiques, mais pareil, qui n'est pas que recyclage, même si c'est en gros moitié, on a 500 millions. Oui, ça fait quand même que, même si tout n'est pas recyclage, on est quand même dans l'ordre de grandeur du milliard d'euros, quoi. Sachant qu'on est, bon, je pense que c'est une évidence pour ceux qui connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas des montants annuels. Voilà, c'est sûr, Oui. c'est du pluriannuel. D'accord. Autre question? Avez-vous une idée des prédictions sur quand l'économie circulaire sera complètement utilisée et sera au maximum de sa capacité? Je pense qu'il est difficile de faire des prédictions. Il y a des objectifs. Alors déjà, les objectifs, on est dans des objectifs de décarbonation qui... Tous les acteurs, alors bon, maintenant j'étais côté privé encore avant, mais maintenant que je suis côté État, évidemment qu'on va y arriver, mais qui sont quand même très ambitieux. Le moins 55% en horizon 2030, c'est quand même collectivement on se retrousse les manches, parce que c'est pas simple. Voilà, les objectifs et la difficulté, c'est que plus on... Enfin, ça vaut pour le CO2 comme ça vaut pour l'économie circulaire et la recyclabilité, mais plus on va loin dans le temps, plus on est quand même dans de l'incantation et la capacité réelle à y arriver. Donc moi, plutôt qu'un horizon 100% 2040, un horizon 2030, c'est peut-être, et donc plus faible, c'est peut-être plus raisonnable, et c'est déjà très compliqué. Donc il faut se dire qu'à terme, on voudrait 100%, voilà. Mais quand tu es à terme, je pense que il faudrait une sacrée boule de cristal pour y arriver. Commençons déjà par faire dans le bon ordre, par mettre voilà, les petits pas. Oui, bonjour. Oui, je voulais vous poser la question. Est-ce qu'il y a eu des études sur les bénéfices énormes que pourraient avoir, par exemple, les consignes ou sur l'allongement des durées de garantie sur les électroménagers à 20, 30, 40 ans sur le retardement de la mise en recyclabilité ou de la mise en décharge des produits? Alors ça rejoint un tout petit peu ce que je disais au début, c'est qu'effectivement dans l'économie circulaire, il y a plusieurs leviers, dont le recyclage, mais pas que, et il y en a un qui est l'allongement de la durée de vie des produits, parce qu'effectivement, si on veut faire des économies, le mieux c'est de ne pas produire du tout. Et donc si on change tous les 10 ans un produit qu'on changeait tous les 5 ans, a priori on aura à le produire, que ce soit à partir des matières vierges plutôt que des matières recyclées, 2 fois moins. Alors là, je ne suis pas sûre de faire plaisir aux gens qui travaillent dans le recyclage, dont le but c'est d'avoir des matières. Mais c'est tout ça, c'est global. Mais l'un des leviers, c'est quand même l'allongement de la durée de vie, et les acteurs publics poussent en ce sens-là. Avec, ça, c'est des souvenirs de ma vie d'avant, mais
alors, est-ce que c'est un quota? Non, c'est pas un quota. Est-ce que c'est une note? Mais sur certains produits, maintenant, il y a des ABC, je crois, de recyclabilité, des obligations pour certains types de produits où ça a du sens de garder à disposition les pièces de rechange pour pouvoir réparer les produits. Donc, mais c'est toujours et c'est comme le disait la personne sur la table ronde avant moi, sur la durée de vie des panneaux photovoltaïques, des éoliennes, etc. Il faut trouver le juste équilibre entre je garde plus longtemps, effectivement, j'économise, mais si, et on le voit pareil sur les voitures, si le nouvel objet est tellement plus efficace que l'ancien. Donc il n'y a pas de réponse, je pense, toute prête. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en général, garder plus longtemps, ça évite de produire, c'est plutôt écologique. Oui, merci. Oui, je pense que notre pays, qui a perdu 50% de ses emplois industriels depuis l'an 2000, vous avez exprimé quelques propositions pour utiliser le recyclage comme un outil de réindustrialisation du pays, en sachant que les matières premières qu'on va retrouver peuvent être à la fois source d'innovation ou source de complémentarité par rapport à nos concurrents. Et la problématique auquel on a la chance en France, c'est d'avoir de l'énergie qui, par le développement du nucléaire, devra devenir l'un des moteurs de notre pays. L'eau, qui est le deuxième moteur dont on parle peu, mais qui est une clé pour l'ensemble de la réindustrialisation. Mais par contre, l'innovation, qui est à mon avis le moteur du futur de notre société, qui donne sa richesse, devra lui être construit à la fois par une éducation, une recherche et une innovation par rapport à des matériaux recyclés. Et je pense qu'à ce niveau-là, on est dans un défi à la fois national et européen, de façon qu'on ne soit pas simplement à la remorque de la Chine qui nous fait des matériaux toujours meilleur marché. En tout cas, c'est vraiment l'objectif de France Relance, c'est d'essayer de favoriser l'innovation en France au service de nos politiques publiques. Et en plus de l'innovation, alors je ne crois pas que ce soit d'ailleurs dans mes notes qu'on m'a préparées, mais il y a plusieurs appels à projets, alors pareil, pas spécifiques à un secteur assez générique, qui sont quand même dédiés, il y a CCM à compétences, métiers d'avenir, je crois. Donc il y a aussi des volets dans France Relance pour favoriser l'innovation, sur les volets compétences emploi, et France Relance par définition c'est favoriser l'innovation, donc c'est l'objectif au service. Oui, bah ça c'est côté ministère de l'Industrie que je porte. On est au service de la réindustrialisation. Après il y a le ministère de l'Agriculture qui lui innove pas que pour développer des nouveaux produits, pour répondre il n'y a pas que l'industrie, mais moi c'est ce que je porte. Bonjour. Alors, moi, je voudrais aborder le problème des minéraux industriels dont il y a des exploitations en France. Ce sont des minéraux stratégiques, par exemple exploités par le groupe Imerys, mais qui apparemment ne sont pas forcément actuellement dans la politique du gouvernement. On parle surtout de métaux stratégiques, mais il y a d'autres minéraux qui sont aussi importants. Je cite par exemple le kaolin, qui est utilisé pour les céramiques, c'est une matière rare. Il y a une mine de kaolin à Ploemeur, une grande carrière de kaolin. Mais voilà, c'est un matériau très important, mais les ressources sont limitées. Il y a aussi un minéral très important, c'est l'andalousite, un aluminosilicate qui est très important, puisque c'est très réfractaire, utilisé dans le revêtement des hauts fourneaux, des fours industriels, mais dont les ressources réserves en France, l'exploitation sont limitées. Par exemple, la carrière à Glomel, en Bretagne, l'exploitation n'est que pour 7 ans actuels, ça va être étendu. Mais voilà, je veux sensibiliser sur l'importance des minéraux industriels. La question qui se pose, c'est quelle est finalement la vision du gouvernement sur ces matériaux, aussi pour l'ouverture de mines ou pas en France, voilà, le positionnement, l'approvisionnement par rapport aux sources externes majeures, et aussi finalement, je sais que le BRGM a une mission depuis 1 an pour accompagner les industriels sur leurs sources d'approvisionnement. Est-ce que vous pouvez en parler, parce qu'il y a une communication à faire auprès des industriels pour leur rappeler que
Le BRGM peut les aider quand ils ont des difficultés d'approvisionnement en matières premières et stratégiques en particulier. Voilà. J'ai le joker de mes 3 semaines. Arrivé, non, globalement, en tout cas, on n'a pas de raison de... Enfin, ce qui nous intéresse, nous, c'est quand même que l'industrie fonctionne et donc que toutes les matières premières indispensables au fonctionnement de l'industrie, on doit en disposer et que s'il y a une rupture d'approvisionnement, quelle que soit la matière, c'est pénalisant pour l'industrie. Donc, voilà, il n'y a pas de raison qu'on fasse de différence, mais je n'ai pas dans mes notes de points spécifiques sur le minéral. Allez, une dernière question. Et après, je vois que nos jeunes camarades résistent encore un peu au balcon. Merci. Je voulais compléter ma question parce que dans votre réponse, vous avez embrayé sur la biomasse en disant qu'elle était rare et qu'il y avait des conflits d'usage, y compris l'alimentaire. Mais c'est justement ça le problème. C'est que comme la biomasse est rare, alors qu'elle est la pierre angulaire de la transition énergétique, je peux expliquer pourquoi, mais ce serait trop long. Lorsque cette biomasse est utilisée comme chaleur décarbonée pour l'industrie, elle émet du CO2 biogénique et il est perdu, ce CO2 biogénique. Alors qu'il suffirait de le récupérer par de la capture et de l'usage derrière qui augmenterait justement l'utilisation intelligente de la biomasse pour pouvoir avec ça créer des produits énergétiques renouvelables valorisables. Alors que si on envoie ça dans du CCS, monsieur, par rapport aux subventions, je crois que vous avez, comme il n'y a pas de business model pour le déjà CCS, ce sont exprimé des cette idée. subventions ad vitam aeternam qui sont perdues. Tu veux poser une dernière question? Non? Très bien. Écoutez, je voudrais, madame, vous remercier sincèrement de votre contribution. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Voilà, écoutez.